C'est tout à fait voulu, c'est une opération intelligente, comme je mentionnais tout à l'heure. J'ai eu la chance de découvrir il y a quelques mois un ouvrage qui a été publié en mai 2023 par un initié de la finance, un Américain qui s'appelle David Rogers Webb, qui est quelqu'un qui a une origine modeste et qui a fait son chemin dans la finance. Il a travaillé dans plusieurs sociétés américaines, notamment à New York, et il a été repéré très rapidement parce que c'est quelqu'un de très brillant qui est spécialiste en ingénierie financière. Et puis en fait, il a découvert le sous-jacent juridique derrière cette grande confiscation et ce hold-up planétaire qu'ils ont préparé depuis 20 ans. Donc je peux vous dire qu'il faut vous préparer parce que révéler certaines informations. Mais justement, dites-nous, quand vous parlez de confiscation, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie quoi? Ça veut dire que les États, par exemple la France, qui voit qu'il y a, je sais pas moi, 10 000 milliards d'euros. D'ailleurs, Madame Aya a parlé de 13 000 milliards d'euros déposés par les Français. C'est-à-dire que ils se disent, bon, tiens, il y a 4 000 milliards d'euros de dette, on va se servir sur ces 13 000 milliards. C'est ça la confiscation? Alors, il y a la partie épargne et puis la partie titre. Faut pas tout mélanger non plus. La partie titre, donc c'est tous les instruments financiers négociables. Là-dedans, on trouve des actions, des obligations, des titres de créance, les actifs des entreprises, les stocks, des minerais, des brevets qui sont gagés. Donc c'est tout un ensemble d'actifs qui sont enregistrés en compte. Donc en fait, l'opération qui sont en train de mener est une opération intelligente qui consiste à quoi faire exactement. En fait, ils ont mis en place, comme vous l'avez sans doute compris, un système de fausse monnaie qui est structuré autour de leur banque centrale. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, qui pilotent toutes les banques centrales et ce système de fausse monnaie. Et du coup, leur objectif, c'était déjà à la base de démonétiser l'or et l'argent métal, puisque j'en parle dans mon livre. L'objectif de démonétiser... Ça veut dire quoi démonétiser l'or et l'argent? Alors justement, démonétiser l'or et l'argent métal, de manière universelle, la vraie monnaie a toujours été les métaux précieux. Ça s'invente pas, ça se décrète pas. Ça a toujours été comme ça depuis des milliers d'années, parce que ce sont les utilisateurs qui ont choisi ces métaux comme étant une valeur de référence. Déjà l'or, parce qu'il est utilisé dans l'industrie. Avant il était utilisé dans la joaillerie, pour faire des bijoux, pour faire toutes sortes de choses. C'est quelque chose. L'or est un métal qui est relativement rare, donc il y a des coûts d'extraction qui sont élevés. Donc voilà, c'est l'or est le métal qui est le plus à même de remplir son rôle de valeur. L'argent métal aussi, qui était très utilisé par nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, et c'était tout à fait normal d'utiliser l'argent métal. Aujourd'hui, il y a aussi une problématique de manipulation des cours des métaux précieux, donc ils ont démonétisé, pour répondre à votre question, Mike, démonétiser les métaux précieux, ça veut dire... non, l'argent c'est pas l'or, c'est pas l'argent métal, c'est des billets de banque, c'est-à-dire du papier qui vaut rien. Donc il y a eu tout un ensemble de mesures qui ont été prises pour démonétiser. Alors c'est des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'en gros l'or que les gens possèdent, nos dirigeants veulent pas que ça soit de l'or physique, mais de l'or papier. Exact. Alors ça c'est encore autre chose, c'est que ils ont développé des ETF, c'est des Exchange Traded Funds, qui en fait simulent le cours de l'or pour pouvoir en fait développer une offre de produits dérivés sur le cours du métal jaune, et en fait c'est une escroquerie, il n'y a pas de stock derrière. Donc tous les titulaires d'ETF sur l'or pensent avoir une certaine garantie qu'ils ont du métal, mais non, en fait... Ils ont juste un bout de papier. Ils ont juste un bout de papier qui est émis par les banques. Mais évidemment, ils ont donné de l'argent quand même, voilà, derrière. Et puis en fait, fondamentalement, les banques ne sont pas intéressées par les métaux. Pourquoi? Parce que ça ne leur rapporte pas d'argent. Donc ils préfèrent vendre leurs produits financiers, leurs produits
qui sont des pyramides de Ponzi, construites de toutes parts, qui sont des escroqueries en fait. Donc ça, il faut le dire clairement que la plupart des produits financiers sont de l'escroquerie. Ce sont des pyramides de Ponzi, ce sont les marchés dérivés. Voilà, Bliss Masters, qui était au conseil d'administration de Crédit Suisse, est une spécialiste justement de ces produits structurés. Donc voilà, on est dans un boogie-boulga de produits financiers et produits... Il y a aussi une autre chose, c'est la perte de la valeur du billet, c'est-à-dire de l'euro. Enfin, le billet, même le dollar d'ailleurs, on est dans l'ordre de 90%, je crois. Alors, la référence, c'est que depuis 1913, le dollar américain a perdu 99% de sa valeur. Comme les banques centrales sont contrôlées par cette mafia financière, cette cabale financière, la plupart des monnaies ont perdu l'équivalent de ce pouvoir d'achat. Donc, le franc suisse a aussi perdu plus de 90% de sa valeur depuis 1913. Donc, comme il y a une coordination, notamment à travers le Fonds monétaire international, et puis il y a une manipulation pour maintenir à flot le dollar américain. Donc, ils ont fait ça en manipulant le cours de l'or à travers des ventes d'or, etc. On se souvient de Sarkozy qui s'est débarrassé des réserves d'or. C'était pas anodin, c'est-à-dire que Sarkozy a fait le caniche et puis il a simplement vendu les réserves que les Américains lui ont demandé de vendre. Un peu plus de quasiment 500-600 tonnes. 600 tonnes. Oui, quelque chose comme ça. Sur combien Sur 3000 tonnes, 600 tonnes sur 3000 tonnes. Non, il y a moins de 3000 tonnes en France officiellement. Mais avant qu'ils vendent, il y avait 3000. Je crois vraiment que c'est ça. Non, c'est moins de 3000, 2200 et quelques officiellement. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais. Mais je dis, je l'ai mentionné déjà, je doute qu'il y ait de l'or dans les coffres de la Banque Comment de France. Ça Ah bah je pense qu'il y a plus d'or en fait. Plus d'or, zéro. En fait, même pas une gourmette en or. Non, mais je pense qu'il y a plus d'or parce qu'en fait ils font comme les ETF, c'est-à-dire qu'ils s'échangent l'or à droite à gauche, ils le font bouger, ils le prêtent, ils le reprêtent, ils le prêtent, ils l'engagent. Donc si il y a un petit peu d'or dans les coffres, et là il faudrait aller vérifier. Il faudrait que des citoyens soient dépêchés à la Banque de France, descendent dans les coffres pour vérifier, savoir exactement ce qu'il y a dans ces coffres. Parce que moi, je vous dis qu'il n'y a plus rien dans ces coffres. Ou s'il y a quelque chose, c'est gagé. Alors, ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que là, on est rentré de plein pied dans le Great Reset, quoi, en gros. On est dedans. C'est-à-dire que le Great Reset qui nous dit vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. On est dedans. Alors justement, ça me permet de rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ce fameux Great Reset. Les gens sont fatigués d'entendre ce terme, hein, Great Reset, parce que finalement, ça fait quand même des années on les bassine avec ce Great Reset. En fait, ce Great Reset, c'est une grande confiscation. C'est une confiscation de la propriété. Quand Schwab, il dit en 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. En fait, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai appris justement par cet ouvrage de David Rogers Webb, cet initié de la finance, qui a révélé le sous-jacent juridique derrière cette grande confiscation et ce grand hold-up planétaire. Donc en fait, il y a 3 personnes qui ont travaillé activement à cette grande confiscation, qui étaient en charge des projets. Le premier à se charger de ça, il s'appelle William Bill Dancer Jr. C'est un agent de la CIA qui a travaillé sur la dématérialisation des titres. Dématérialisation des titres dans les 50 États américains. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que depuis 4 siècles, les titres dans l'ensemble des juridictions du monde étaient considérés comme des biens personnels. C'est plus le cas. En fait, donc ils ont modifié le statut des titres d'abord aux États-Unis, puis ensuite ils ont modifié ça dans les autres juridictions du monde. Et puis il y a un autre spécialiste, un expert mondial des titres qui s'appelle Egon Gutmann, qui est décédé en 2021, qui s'est occupé de ce projet au niveau global. Et puis un autre qui s'appelle James Stephen Rogers, qui est un professeur de droit, qui a piloté ça parce que c'est lié à la loi sur la convention de La Haye, sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. Donc en fait, ils ont inventé un droit de garantie. Un droit de garantie qui permet à des créanciers garantis qui sont en haut de cette pyramide, qui sont en haut de cette escroquerie, de pouvoir
s'octroyer un droit de garantie en cas d'effondrement du système sur les intermédiaires qui ont vendu des produits financiers, tout type de titres. D'accord ? Et donc, si vous êtes détenteur d'actions et d'obligations, aujourd'hui vous pensez en être propriétaire, vous n'en êtes en réalité juridiquement pas propriétaire. Pourquoi ? Parce que ces intermédiaires qui vous ont vendu ces titres peuvent utiliser vos titres sans que vous le sachiez comme droit de garantie à leur propre compte pour des opérations. Dans les produits dérivés, à travers de la titrisation. Donc voilà, ça a été légalement mis dans le marbre en 2006 et 2014. Je vous parlais donc de cette loi de la Convention de La Haye sur l'incertitude juridique des titres, du mouvement des titres transfrontaliers. Et puis voilà, le texte, je l'ai là. Ouais, bah, montre-le, tiens. Voilà, donc c'est un texte 909-2014, the European Parliament and of the Council. Et puis là, on improving security settlement in the European. Traduisez en même temps parce que on n'a pas que des. Voilà. Donc l'idée, c'est d'améliorer évidemment entre guillemets le statut des titres et des centres de dépôt de titres. Voilà. Attendez, mais ce que vous dites alors, ça veut dire que notre belle République que nous aimons tant, hein, qui a garanti dans sa constitution le droit de propriété, en réalité, ça c'est du pipeau, quoi, c'est ça? Oui, c'est tout à fait le cas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, l'Europe a toujours eu l'ancien principe juridique de la lex rei citae, donc la loi où le bien est situé. D'accord ? Et en fait, ça a été contourné par l'approche du lieu de l'intermédiaire pertinent. Entre guillemets, ils appellent ça prima. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont pu détourner tout simplement ce qui se pratiquait dans l'ensemble des juridictions du monde. Donc voilà, c'est une subversion du droit, c'est une escroquerie, faut le dire clairement, faut dire la vérité, c'est une escroquerie, c'est le plus grand hold-up planétaire qui est en train de se préparer. En Occident ? Alors au niveau mondial, dans toutes les juridictions. Pourquoi ? Parce que tous les pays du monde ont signé la loi de la Convention de La Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est le fait que, comme j'imagine que les États vont bientôt plus être, enfin en tout cas en Europe, plus être totalement solvables, on ne pourra plus retirer d'argent. C'est-à-dire que bientôt, on aura une situation en France comme en Grèce il y a 13-14 ans. Exact. Alors, moi, je sonne l'alarme par rapport à ce qui se passe. Donc, je fais un ensemble de recommandations pour tout sortir. Il faut tout sortir en physique. Parce que là, ce qui est en train de se préparer, c'est une bombe nucléaire. Dites-nous d'abord ce qui se prépare. Ça va être 1000 fois pire. Dites-nous d'abord ce qui se prépare et après on va parler des solutions. Parce que de toute façon on est encore là jusqu'à très tard. Ouais. Donc allez-y. Alors déjà, ce que j'aimerais confirmer et dire, c'est que ce qui se prépare, ça va être 1000 fois pire que la crise de 1929. 1000 fois pire. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une économie qui est totalement mondialisée, ce qui était moins le cas dans les années 30. Dans les années 30, la crise était grave, la crise était sévère. Ceci dit, en France, les Français, à l'époque, ont été moins impactés par cette crise. Pourquoi ? Parce que l'économie française était beaucoup agricole. Donc les gens étaient autonomes, ils pouvaient subvenir à leurs besoins, ce qui était moins le cas dans d'autres pays. Mais la France était particulièrement un pays très agricole, avec beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de fermes, et c'est ce qui a en fait permis aux Français de, entre guillemets, s'en sortir plutôt mieux que les autres. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut retenir. Donc ce qu'ils sont en train de préparer, je vous l'ai dit, et ils sont en train de créer cette opération intelligente qui est d'endetter un maximum tous les privés et les États. Les Jeux Olympiques concourent justement aussi à ça, hein, d'endetter les États en permanence. Et ben, de pouvoir faire dépenser les États dans tous les sens. Comme la Grèce. Comme la Grèce, qui soit au bord de la faillite. Donc c'est une opération intelligente. Mais oui, regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, en l'espace de 13 ans, Monsieur Macron aura
endetté la France, parce que je compte aussi les moments où il était ministre de l'économie et des finances, hein, eh ben, de 1700 milliards d'euros. 1700 milliards d'euros. C'est quand même du blé, ça. 1700 milliards d'euros en 13 ans. Oui, alors Monsieur Macron, c'est l'homme de paille. Donc il a été élu pour ça, pour déchirer la France, pour la démembrer, pour la démanteler, vendre tous les fleurons d'État. Et puis évidemment, c'est la Banque Rothschild qui a organisé ça. Il a dû toucher des commissions bien confortables qu'il a placées sur des comptes offshore. Ça, il le dit pas. Il fait le malin pour l'instant. Mais voilà, donc ce qui est en train de se passer, donc pour l'instant, au niveau timing, je pense que on est proche de ce moment fatidique où ils vont faire éclater la bulle. Donc vous avez compris qu'ils cherchent à faire grossir la bulle, puis à un moment ils vont sortir l'aiguille, puis ils vont la faire éclater. Et à ce moment-là où cette bulle va éclater, ben tous les détenteurs de dettes et d'actifs, de titres, d'instruments financiers que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui concernent grossièrement tout ce qui est actions, obligations, créances, actifs des entreprises, stock des entreprises, gisements, propriété intellectuelle, tout ce qui est gagé, donc tout ce qui est inscrit en compte est impacté en fait. Oui, tout à fait.